Bismillah. Êtes-vous certaine que tout ira bien, mademoiselle Gilda? Mais oui, madame Hewlett. Ne vous faites pas de soucis pour moi et j'espère que ce mariage sera une grande fête. Oh, j'en suis sûre, mademoiselle. C'est vraiment une chance pour notre Émilie. Elle a assez attendu ce fermier. Mais quel gentil garçon. Gilda sourit. Madame Hewlett avait craint de devoir subvenir aux besoins de sa nièce, et le gentil fermier était une aubaine autant pour elle que pour Émilie. D'une façon générale, Madame Hewlett était attentive aux autres et il n'y avait qu'elle pour s'inquiéter de ce que devenait Gilda, seule dans cette maison depuis la mort de son père. Laissez la vaisselle, mademoiselle. Je la ferai lundi à mon retour. Essayez surtout de prendre un peu de repos. Gilda songeait que du repos, elle en prenait depuis longtemps déjà. Et puis ses repas frugaux exigeaient si peu de vaisselle qu'il n'y en aurait jamais une pile à laver même si elle la laissait à Madame Hewlett. Mais mieux valait ne pas discuter. Sinon, Madame Hewlett trouverait le moyen de se faire du mauvais sang pendant les noces d'Émilie. Malgré le beau temps, Madame Hewlett enfila un lourd manteau avant de prendre le panier d'osier sans lequel elle ne sortait jamais. Qu'il fût vide ou non, et jetant un dernier regard autour d'elle, ouvrit la porte. Prenez soin de vous, mademoiselle, dit-elle. Je serai de retour lundi après-midi, si la diligence n'a pas de retard. Quand la porte se referma derrière elle, Gilda poussa un petit soupir, quitta la cuisine et se dirigea vers le devant de la maison. Ce manoir où elle vivait depuis sa naissance et qui autrefois suffisait à peine pour son père, sa mère, sa sœur et elle-même, paraissait aujourd'hui bien trop grand pour une personne seule. Depuis la mort de son père, elle envisageait de le vendre pour s'installer dans un cottage. Ce serait sans doute la meilleure chose à faire, mais elle ne pouvait se résoudre à se séparer d'un mobilier qui lui était familier depuis toujours. Semblait être une part d'elle-même et représentait tout ce qui lui restait. Le bureau de son père, la table de travail marquetée de sa mère, la bibliothèque chipendale étaient autant de vieux amis, en piteux état, certes, mais sans lequel la solitude lui serait encore plus pesante. Cependant, elle devait regarder la réalité en face. Elle possédait si peu d'argent qu'elle aurait bientôt à peine de quoi se nourrir si elle ne trouvait pas un petit rapport supplémentaire. La pension de son père n'avait pas survécu à la mort de celui-ci. Il avait servi dans la garde des grenadiers et sa pension de général de division leur avait assuré un relatif confort. Ou plutôt leur aurait assuré ce confort si son père ne s'était diverti en cherchant à placer ses revenus. Il avait trouvé là une source d'émotion forte, un plaisir que Gilda comprenait. Malheureusement, si le général avait été un soldat très expérimenté, il ne connaissait rien à la finance. Immanquablement, les compagnies où il investissait de l'argent faisaient faillite ou lui payaient des dividendes ridicules qui ne valaient guère plus que le papier où on les inscrivait. Maintenant, il ne restait à Gilda que la très petite somme apportée par sa mère dans le contrat de mariage, et dont le revenu était réservé aux enfants. Souvent, Gilda se demandait ce qui serait arrivé si sa sœur avait réclamé sa part. Partie à Londres pour vivre auprès de sa riche marraine, Héloïse ne se souciait guère de ses parents désargentés. Peut-être même en avait-elle honte. Gilda s'assit au bureau de son père et ouvrit le calepin dans lequel elle s'évertuait à noter toutes ses dépenses. Le total l'inquiéta. Il était trop élevé en dépit du fait qu'elle ne cessait d'économiser sur la nourriture, les vêtements, sur toutes les choses personnelles. Elle avait bien envisagé de se passer des services de Madame Hewlett, mais lorsqu'elle lui en avait parlé, Madame Hewlett, horrifiée, s'était sentie insultée et avait offert de travailler bénévolement. Je viens ici depuis 9 ou 10 ans, avait-elle dit, et si vous pensez pouvoir vous passer de moi, mademoiselle Gilda, vous vous trompez. Mon Dieu, quelle idée! Votre mère doit se retourner dans sa tombe. Et devant l'indignation de Madame Hewlett, Gilda s'était résignée. D'ailleurs, sans la constante bonne humeur de Madame Hewlett, elle se serait sentie beaucoup plus seule. À part sa gouvernante, elle ne voyait que le pasteur de temps à autre, un pasteur qui devenait de plus en plus sourd, et Gibbs, le vieux jardinier. Gibbs avait pris sa retraite depuis longtemps, mais il aimait revenir sur les lieux où il avait travaillé pendant tant d'années, d'autant qu'il ne pouvait supporter que son domaine fût envahi par les mauvaises herbes et les ronces. Gilda refit ses comptes. Hélas, il n'y avait pas d'erreur. Ses dépenses restaient trop importantes. Elle allait devoir recourir à quelques talents susceptibles de lui procurer un peu d'argent.
Grâce à sa mère, issue d'une famille de Cornouailles, qui avait occupé bien des postes importants dans le comté, elle avait reçu plus d'instructions que la plupart des jeunes filles de son âge. Son grand-père, son arrière-grand-père et d'autres ancêtres avant eux avaient été de grands administrateurs, des juges, des officiers supérieurs, mais cette brillante ascendance ne lui assurait aucun débouché particulier. Son père était un homme intelligent. Les compagnons d'armes qui lui rendaient visite expliquaient à Gilda qu'aucun général n'avait plus d'habileté dans l'art de déployer ses troupes, ni de meilleure compréhension de la stratégie à mener sur un champ de bataille. Quelqu'un avait remarqué: on pouvait toujours compter sur votre père pour infliger un maximum de pertes à l'ennemi et un minimum à ses propres hommes. Mais cette source de fierté ne lui apportait pas pour autant la solution de ses problèmes. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre en se disant: je dois faire quelque chose, il le faut absolument. Le manoir se dressait à l'écart de l'étroite route de campagne qui menait au village tout proche. La courte allée qui le séparait du portail avait bien besoin d'être entretenue, tandis que, devant la façade, le gravier était envahi par les mauvaises herbes. Cependant, le regard de Gilda ne s'attarda que sur les jonquilles qui poussaient au pied des arbres centenaires, sur les lilas blancs et mauves nouvellement fleuris, sur les premiers bourgeons des amandiers qui, dès la semaine prochaine, composeraient un poème de pétales roses et blancs. Si elle savait peindre, elle ferait un tableau que tout le monde souhaiterait acheter. Mais hélas, elle n'avait d'argent ni pour la toile ni pour les peintures. Ainsi, elle demeurerait la seule à pouvoir profiter de ce miracle printanier. Le soleil l'invitait à sortir. Après tout, ses contes pouvaient attendre, et aucun lieu n'était mieux approprié que le jardin, où il y avait fort à faire, non seulement parmi les fleurs et les arbustes, mais également dans le potager. Elle devait désherber, piquer certains légumes, semer de nouvelles graines, si elle voulait éviter un jeûne forcé. Elle désirait aussi contempler de plus près le lilas blanc que sa mère avait tant aimé, et dont quelques branches placées sur la commode de l'entrée embaumeraient toute la maison. Un sourire sur les lèvres, elle allait se détourner de la fenêtre lorsqu'elle s'immobilisa, surprise par l'attelage qui franchissait le portail. Le cocher portait un haut de forme orné d'une cocarde et, plus étonnant encore, avait à ses côtés un valet de pied. Dans le comté, personne ne pouvait se permettre un tel équipage, et alors que les chevaux avançaient vers le manoir, Gilda pensa qu'il devait s'agir d'une erreur. Néanmoins, l'attelage continuait d'approcher, révélant une très élégante calèche avec des armoiries peintes sur la portière. C'est évidemment une erreur, se répéta Gilda, il faut que je le leur dise. Tandis que le cocher s'arrêtait devant le perron, elle se précipita hors du salon tout en lissant sa chevelure d'un geste rapide, consciente de porter l'une de ses plus vieilles robes de coton, une robe délavée, trop serrée et trop courte. De toute façon, c'était sans importance, le visiteur s'était trompé d'adresse. Dès que le heurtoir résonna sur la porte, elle ouvrit plein de curiosité, mais sans embarras. Impressionnant dans sa livrée, au bouton d'argent, le valet ne prit pas la peine de s'assurer qu'il avait frappé à la bonne porte. Déjà, il allait ouvrir la portière de la calèche. Gilda eut un petit cri de surprise en voyant apparaître une jeune femme ravissante en cape de taffetas bleu, et dont le chapeau à ruban portait des plumes d'autruche de même couleur. Louise. Mais aussitôt Gilda se reprit. Héloïse. Depuis qu'elle vivait à Londres, sa sœur s'était choisi un prénom qu'elle jugeait plus aristocratique. Elle avait écrit à son père en lui demandant de ne plus l'appeler autrement qu'Héloïse. « Je suis ravie de te voir, lui dit Gilda, mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Héloïse se pencha vers sa sœur afin qu'elle pût poser un baiser sur sa joue. « Je n'ai su que je venais qu'au dernier moment. » Elle se tourna vers le valet et lui ordonna d'une voix autoritaire. « Portez ma malle à l'étage, James. Et soyez de retour ici lundi matin, de bonne heure, sans faute. Vous m'avez comprise ?»« Oui, mademoiselle. » Il se mit à retirer les cordes qui retenaient la malle à l'arrière de la calèche. Avant que Gilda ait pu intervenir, Héloïse précisa. « La chambre de maman étant la plus agréable, je désire y dormir. Demande qu'on lui montre le chemin, Gilda. »« Oui, bien sûr, mais Madame Hewlett est absente aujourd'hui. Alors conduis-le toi-même à la chambre et ne le laisse pas partir avant qu'il ait ouvert la malle. » Bien. Tandis qu'Héloïse entrait dans le salon, Gilda attendit James dans le hall. Puis, précédant le valet, elle lui ouvrit la porte de la chambre qui avait toujours été celle de sa mère. Aussitôt, elle tira les rideaux et aéra la pièce que Madame Hewlett faisait régulièrement à fond. «
comme le reste de la maison. Gilda retira le couvre-lit en toile de Hollande pendant que le valet posait la malle près de la porte. Mademoiselle pense-t-elle que ça ira ici? Oui, merci. Gilda pensa qu'elle changerait elle-même la malle de place si sa sœur n'était pas satisfaite. Elle remarqua le regard dédaigneux que le valet jetait autour de lui, comme s'il trouvait le décor bien vétuste et plutôt misérable en comparaison de celui où vivaient ses maîtres. Mais à la surprise de Gilda, il dit en souriant: C'est bien agréable de vivre à la campagne, mademoiselle. J'ai été élevé dans une ferme et elle me manque. Je n'en suis pas étonné. Londres doit être très chaud et très poussiéreux en été. Oh oui, et plein de boue l'hiver. Bonne journée, mademoiselle. Il lui sourit de nouveau avant de descendre l'escalier d'un pas précipité. Elle imita aussitôt car Héloïse l'attendait. Du hall, elle entendit la calèche qui déjà s'éloignait et elle entra dans le salon avec une lueur d'appréhension au fond de ses yeux bleus. Je suis si heureuse de te voir, ma chère sœur, mais pourrais-tu me dire la raison de cette visite? Héloïse avait enlevé son chapeau, un bandeau bleu retenait sa chevelure d'or, à l'exception des boucles vaporeuses qui encadraient son front. L'effet était superbe et s'alliait à l'élégance de la robe en mousseline blanche, à large ceinture, ornée de rubans bleus qui, croisés sur la poitrine, flottaient dans le dos. Tu es ravissante, tout simplement ravissante, s'exclama Gilda. Héloïse sourit. Tu me fais très plaisir, et si je suis ici, c'est pour que quelqu'un d'autre en arrive à me dire exactement la même chose. Gilda resta perplexe. Héloïse précisa. Je me suis enfuie, j'ai disparu, mais toute la question est de savoir s'il va s'inquiéter. Héloïse avait pris place sur le sofa, Gilda vint s'installer dans un fauteuil en face d'elle. Tu es bien mystérieuse, explique-moi, dis-moi exactement ce qui se passe. Héloïse eut un petit rire. C'est très simple, je dois en quelque sorte amener un certain gentilhomme à se déclarer, et je n'ai pas trouvé de façon plus originale de le faire. Oh Héloïse, comme c'est exaltant, comment crois-tu que ce gentilhomme va réagir lorsqu'il s'apercevra que tu as disparu? Eh bien, je l'ignore, il devrait me conduire au Lagu cet après-midi. Ce soir, j'étais invité à un dîner chez lui. Bien des gens vont s'étonner de mon absence. Lui as-tu dit que tu venais ici? Non, bien sûr. Comment peux-tu être aussi stupide? Je me suis tout bonnement volatilisé. Oh, Héloïse, quelle excellente idée! Mais ta marraine ne va-t-elle pas lui dire où tu te trouves? Il n'y a aucun risque qu'elle lui donne mon adresse. Je lui ai laissé un message que sa femme de chambre lui aura lu ce matin. Devant l'étonnement de Gilda, Héloïse expliqua. J'ai omis de t'apprendre que Lady Newland est devenue aveugle à la suite d'une maladie oculaire. Aveugle, comme c'est terrible. Les médecins, qui de toute façon sont des imbéciles, pensent qu'il s'agit simplement d'une cécité passagère. En tout cas, elle porte un bandage sur les yeux et il faut lire à sa place. Habituellement, je m'acquitte de cette tâche qui n'a rien d'amusant. Je suis désolé pour elle. Garde ta compassion pour moi. J'en ai besoin, oh Gilda. Si je ne parvenais pas à forcer le destin, je connaîtrais le désespoir. Es-tu donc à ce point amoureuse de cet homme? Amoureuse? Il s'agit bien de cela. Je désire devenir la marquise de Straverton. Et jamais je n'ai désiré quelque chose avec autant de force. Ce marquis de Straverton serait le gentilhomme avec lequel tu joues à cache-cache. Bien entendu, ne sois pas si bête, Gilda. Essaie de comprendre la situation. Depuis plus d'un mois, à sa façon, il me fait la cour. Il y a 2 semaines, j'étais certaine qu'il allait me demander au mariage, mais qu'est-il arrivé? Il me couvrait d'attention, m'envoyait des fleurs, il m'avait emmené en promenade, et il donnait des dîners pour moi. Elle s'interrompit avant de reprendre d'un ton ému. Il m'a même par 2 fois fait l'honneur immense de m'inviter à danser. Comme il a horreur de danser, j'ai pensé qu'il allait enfin se déclarer, mais non. Les mots que j'attends n'ont pas franchi ses lèvres. Les mains jointes, Gilda s'écria. J'imagine à quel point cela doit être frustrant. Héloïse. Oh oui, j'ai des douzaines d'admirateurs, des douzaines, vraiment, mais aucun ne peut être comparé au marquis. Parle-moi de lui. Héloïse soupira. C'est l'un des hommes les plus riches de la haute société et est un ami personnel du prince de Galles. Son élégance est celle d'un dandy, bien qu'il n'aime pas être considéré comme tel. Quant à ce qu'il possède, oh Gilda, je n'ose même pas en entreprendre la description. Pourquoi n'est-il pas encore marié? On peut parfaitement se le demander, mais enfin, toutes les femmes sont à ses pieds, ou si elles sont mariées, dans ses bras. Gilda parut choquée, ce qui fit rire Héloïse, un rire cependant dépourvu de joie.
Il sait qu'il ne peut se compromettre avec une jeune fille sans risquer d'être poussé devant l'autel par le papa de la demoiselle. Gilda pensa qu'elle n'aimait pas le ton peu romantique de sa sœur. Elle remarqua d'une voix légèrement hésitante: Je suppose que le marquis attendait de tomber amoureux, c'est sans doute ce qu'il a fait avec toi. Je me l'imaginais lorsque nous nous sommes rencontrés, répliqua Héloïse. Mais que de temps il lui faut pour se déclarer, beaucoup trop à mon goût. Et tu crois que ta disparition lui fera comprendre combien il est attaché à toi? Je suis venu ici avec cette idée en tête. Il faut que les choses se passent ainsi. Bon sang. Gilda tressaillit. Elle trouvait étrange et très choquant d'entendre ce jurant dans la bouche de sa sœur. Cependant, elle jugea plus prudent de se taire. Gilda tressaillit. Excuse-moi, Héloïse, j'ai manqué à tous mes devoirs en oubliant de t'offrir un rafraîchissement, puisque tu m'y fais penser. Oui, j'ai effectivement soif. Y aurait-il du vin dans cette maison perdue au fin fond de la campagne? Gilda eut l'air abasourdi. Il doit y avoir une bouteille de Bordeaux dans la cave. Je n'y suis pas allé depuis que papa est mort. Ça m'étonne pas. Je ne peux pas t'imaginer buvant autre chose que du lait ou de l'eau. La remarque d'Héloïse ne se voulait pas un compliment. Gilda proposa: J'ai du thé si tu en veux. Je n'ai pas l'impression d'avoir le choix, mais ce doit être l'heure du déjeuner. As-tu de quoi faire un repas décent? Gilda réfléchit rapidement. Je peux te proposer une omelette ou du jambon fumé qui vient de la ferme du fils de Madame Hewlett. Héloïse fit la grimace. Non, ce jambon ne me dit rien. Fais-moi plutôt l'omelette. À vrai dire, je pourrais aussi bien me passer de déjeuner, ce serait bon pour ma ligne. Gilda se tut, mais prit la cape de soie bleue qu'Héloïse avait jetée sur une chaise et la porta dans l'entrée. Elle la suspendit dans l'armoire de chêne, sculptée à côté de deux par-dessus de leur père et d'un manteau râpé qu'elle portait dans le jardin lorsqu'il faisait froid. Elle se rendit compte qu'à côté de son vieux manteau, la cape d'Héloïse exhalait un parfum qui, à n'en pas douter, venait de Paris. Puis elle se précipita à la cuisine et commença à préparer l'omelette. Il lui fallut un certain temps pour raviver le feu qui couvait sous la cendre depuis le départ de Madame Hewlett, puis pour faire bouillir l'eau du thé et chauffer la poêle. Elle cassa dans un bol les 3 œufs qui lui restaient en se disant qu'elle serait obligée d'aller en chercher d'autres, à la ferme pour le dîner d'Héloïse et certainement pour le petit déjeuner du lendemain. Elle battait les œufs lorsque sa sœur entra dans la cuisine. Pendant un moment, Gilda la regarda fascinée. Héloïse était si jolie, avec ses yeux bleus et ses cheveux d'or élégamment coiffés. Elle semblait incarner la déesse du printemps. Rien n'a changé, observa Héloïse d'un ton méprisant. J'avais oublié à quel point cette maison était petite et vétuste. Comment peux-tu supporter cela, Gilda? Je n'ai pas le choix, et le pire, c'est que je n'ai même plus les moyens de rester ici. Je me demande ce que je vais devenir. Elle vit sa sœur se raidir. D'instinct, elle sut qu'Héloïse craignait qu'elle ne lui demandât de l'argent. Qu'est-ce que papa t'a laissé? À sa mort, sa pension a été supprimée. Si maman était encore en vie, elle aurait eu une rente de veuve. Les enfants, eux, n'ont droit à rien. Je suppose que si ce sont des garçons, on s'attend à devoir gagner leur vie. Et si ce sont des filles, à ce qu'elles se marient. Et c'est ce que tu devrais faire. Gilda eut un éclat de rire. Comment n'aurais-je l'occasion? Il n'y a qu'un célibataire dans le village, le pasteur. Il a plus de 70 ans. En l'épousant, tu aurais au moins de l'argent. Gilda eut un second éclat de rire, bien qu'elle éprouvât la désagréable impression qu'Héloïse ne plaisantait pas. Héloïse s'assit sur une chaise et regarda sa sœur. Tu sais, Gilda, nous nous ressemblons. Si tu t'arrangeais un peu mieux, tu pourrais très bien attirer l'attention de quelques nobles de campagne. Mais cette robe, quelle horreur! Gilda lui répondit humblement. Une garde-robe est bien la dernière chose que je puisse m'acheter. Et à quoi me servirait-il d'être élégante si je n'ai pas de quoi me nourrir? La situation est donc si mauvaise? Tu ne peux pas savoir. Héloïse soupira. J'aurais dû t'apporter quelques-unes des robes que je ne mets plus. Il faut dire que si je ne m'ennuie avec Lady Nayland, en revanche, je ne peux que louer sa générosité. Elle tient à ce que je sois toujours à mon avantage. Je suis sûr qu'elle n'a cessé d'être très gentille avec toi. Après tout, c'est elle qui a voulu que tu vives auprès d'elle après la mort de maman. Il y eut un silence, puis Héloïse rectifia. À vrai dire, ce fut mon idée et non la sienne. Des mouvements brusques, Gilda reposa la fourchette qu'elle tenait à la main. Ton idée, veux-tu dire que... Héloïse l'interrompit. Je lui ai écrit.
Elle est ma marraine et moi je voyais bien que je risquais de m'enterrer vivante si je restais dans ce trou. Mais comment as-tu pu avoir autant d'audace? Qui ne risque rien n'a rien. Je lui ai envoyé une lettre pathétique qui aurait arraché des larmes à une statue. Je lui disais que maman me manquait horriblement, que papa ne m'aimait pas et que je me sentais dépossédé de tout, au fond de ma pauvreté. Oh Héloïse, comment as-tu pu dire de tels mensonges? Papa t'adorait. Tu étais le premier enfant et maman répétait toujours que ta naissance avait été l'événement le plus heureux de son mariage. Il te considérait comme un don de Dieu, subhanahu. Seulement Dieu, subhanahu, ne semblait pas prêt à m'accorder ce que je désirais. Alors j'ai dû prendre ma vie en main. Et tu as très bien réussi. J'ai eu raison, n'est-ce pas? En fait, c'est une bonne chose pour ma reine de m'avoir auprès d'elle. Elle-même a reconnu que mon succès londonien attire chez elle des gens beaucoup plus intéressants et célèbres qu'autrefois. Néanmoins, c'est très aimable de sa part de t'offrir tant de beaux vêtements et de te permettre d'assister à des dîners et des bals. Au début, tu m'écrivais pour me le raconter. Héloïse s'empressa de répondre. Je n'ai plus le temps d'écrire. Je suis constamment invité, fêté et bien entendu courtisé par des hommes très séduisants. Cela ne m'étonne pas. Tu as toujours été ravissante, mais jamais comme aujourd'hui. Gilda avait un accent de sincérité très touchant. Sa sœur se tint encore plus droite sur sa chaise en ajoutant: C'est vrai, Gilda, je suis belle, mais il m'arrive d'être fatiguée quand je vais au bal chaque nuit et qu'il y a tant de choses agréables à faire dans la journée. Mais si Lady Nyland est aveugle, comment fais-tu pour sortir? Qui te chaperonne? Je demande à ses amis de m'accompagner, quoique le plus souvent je sois invité par des personnes qui, connaissant son infirmité, s'offrent à me chaperonner. Tant de succès doit être bien exaltant. Il y eut un silence avant qu'Héloïse ne réponde avec fermeté. J'en suis à ma 3e saison. Je dois me marier. Nulle beauté, aussi fêtée soit-elle, ne dure éternellement. Il faut que le marquis m'épouse. Tant de détermination dans sa voix confinait à l'agressivité, et Gilda demanda doucement: Suppose qu'il en soit autrement. J'ai une autre possibilité, mais c'est un homme moins séduisant. Qui est-ce? Quelqu'un qui n'a d'importance que par son extrême richesse. De toute façon, je me refuse à cette solution. Je veux être la marquise de Straverton, et je le serai. Elle parlait de nouveau sur un ton qui provoquait chez Gilda un certain effarement. Comment une si belle jeune femme pouvait-elle s'exprimer avec cette dureté qui semblait vibrer dans la cuisine et repousser la lumière du soleil entrant à flot par la fenêtre? Gilda achevait de battre les œufs. Je pense que tu veux t'installer dans la salle à manger, dit-elle. Évidemment, je ne vais pas m'abaisser à déjeuner dans la cuisine, bien que je m'imagine que tu dois le faire lorsque tu es seule. Je comprends, répondit Gilda humblement. Va dans la salle à manger, Héloïse, je t'apporterai tout dans un moment. Elle mit des couverts sur un plateau, une assiette à chauffer sur un coin de fourneau et commença à faire l'omelette. Sachant qu'il n'y en aurait pas assez pour deux, elle envisagea de prendre une tranche de jambon, au cas où sa sœur ne voudrait pas manger seule. Puis elle se dit qu'Héloïse ne se soucierait sans doute guère de ce qui pourrait lui rester. Elle se souvint d'une réflexion qui lui était souvent venue à l'esprit. Malgré elle, lorsque sa sœur vivait à la maison, en dehors d'elle, personne ne comptait, et comme autrefois, elle trouva une excuse à l'égoïsme d'Héloïse. Ça se comprend, elle est si belle. Une autre pensée lui vint à l'instant où elle fit adroitement glisser l'omelette dorée sur l'assiette chaude. Elle se demanda si Héloïse trouverait le bonheur en épousant son marquis. La fortune était un rang important dans la société, pouvait donc sans doute assurer le bonheur de certaines personnes. Quant à elle, ce n'était pas du tout ce qu'elle désirait. Je veux me marier avec un homme que j'aimerai et qui m'aimera. Il faudra que nous soyons heureux d'être ensemble, même si notre maison est aussi pauvre que celle-ci. Elle n'oubliait pas la joie de sa mère quand son père était présent, entre deux batailles, puis lorsqu'il fut à la retraite. Le général était beaucoup plus âgé que sa femme, et il n'avait eu d'enfant qu'après plusieurs années de mariage. Gilda ne gardait qu'un vague souvenir des jours où la famille avait suivi le père à Salisbury Plain, entre autres camps militaires. Il passa 2 ans à l'étranger et quand il revint, sa femme éprouva un tel bonheur que chaque jour ressembla à une fête aux yeux de la petite Gilda. Puis ce fut la fin des déplacements, le temps de la retraite et l'installation au manoir. Gilda revoyait encore le plaisir que ses parents éprouvaient à se promener ensemble dans le jardin ou à lire dans la bibliothèque. Il y avait eu des rires pendant les repas, des rires que Gilda surprenait du haut de l'escalier où elle aimait écouter l'écho des conversations, en attendant d'avoir l'âge de dîner avec ses parents.
Ensuite, elle entendait le son du piano montant du salon où sa mère jouait et chantait d'anciennes chansons que son père adorait. Ils étaient heureux, se dit Gilda, et c'est ce genre de choses qu'Héloïse devrait souhaiter au lieu de ne penser qu'au côté matériel. Mais il était inutile d'engager une conversation à ce sujet. Héloïse ne l'écouterait pas, ou plus sûrement ne comprendrait pas. Elle se souvint de sa sœur tapant du pied le jour de son 15e anniversaire. Elle-même avait alors 13 ans, parce qu'elle n'avait pas reçu les cadeaux qu'elle souhaitait. J'avais demandé à maman une nouvelle robe et un manteau garni de fourrure. Ce qu'elle m'a donné est bon pour la poubelle. Et elle avait jeté à travers la pièce un joli chapeau orné de rubans bleus, un petit sac à main assorti et une paire de mules en satin. Mais tout cela est ravissant, s'était écriée Gilda, et tu sais bien que tu avais besoin de mules neuves. Je voulais aussi une robe et un manteau neuf. Je crois que maman n'avait pas les moyens de te les offrir. Eh bien, elle aurait pu vendre quelque chose pour m'acheter ce que je désirais. Maman est égoïste, méchante, et je déteste ces cadeaux tellement quelconques. Gilda avait été choquée, mais pas vraiment surprise, lorsqu'un mois plus tard, Héloïse était arrivée à ses fins, malgré des difficultés que leur mère lui avait confiées. Nous devrons économiser, Gilda, afin de compenser les dépenses que j'ai faites pour Louise. Mais je l'ai rendue si heureuse que je peux bien me passer cet hiver d'un nouveau manteau. Oui, Héloïse n'a pas changé, se disait Gilda en portant l'omelette dans la salle à manger. Héloïse avait attendu sans rien faire, et tandis que Gilda s'empressait de mettre la nappe, sa sœur adossée confortablement au fauteuil de leur père, regardait l'omelette avec dédain. Est-ce que tu appelles un repas copieux? Heureusement que je suis prête à considérer une diète de 48 heures comme une bonne chose pour moi. Il est très difficile à Londres de ne pas manger avec excès. Devinant qu'Héloïse avait envie de raconter sa vie londonienne, Gilda lui demanda: La nourriture est-elle excellente là-bas? Oui, lorsque l'on dîne en compagnie du prince de Galles. Veux-tu dire que tu as été invité à sa table? Effectivement. Et à mon avis, grâce au marquis, le prince est toujours prêt à rencontrer une nouvelle beauté, bien qu'il ne s'intéresse pas réellement aux jeunes filles. Elle s'interrompit un instant, le temps de constater que Gilda était captivée, puis elle reprit. Quand j'ai reçu son invitation, j'ai été, bien entendu, transportée de joie. Je l'imagine. Il a fallu que je me dépêche de trouver une nouvelle robe. Comme je l'ai dit à ma reine, je ne pouvais décemment pas porter mes guenilles habituelles. N'est-ce pas une remarque plutôt impolie quand c'est elle qui t'habille? Héloïse répondit sans aucune gêne. Pas du tout, et elle m'a envoyé chez le meilleur couturier de Bond Street. Ce fut très cher, mais cela m'a valu la considération du prince et de tous les gentilshommes présents ce soir-là. Le marquis n'a-t-il pas été jaloux? Un pli soucieux apparut sur le petit front blanc d'Héloïse. En vérité, Gilda, je ne parviens pas à savoir ce qu'il ressent pour moi. Pendant quelques instants, elle cessa de manger, puis elle ajouta: C'est l'homme le plus exaspérant qu'il m'ait été donné de rencontrer. On ne sait jamais ce qu'il pense ni ce qu'il éprouve. Dans ce cas, pourquoi veux-tu l'épouser? Ne sois pas stupide. J'ai déjà répondu à cette question. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, mais cela me paraît effrayant. Pas à moi. Je suis souvent en colère et déçu. Cependant, je ferai tout pour que le marquis me passe la bague au doigt. Si j'échoue, j'en mourrai. Penses-tu vraiment que tu puisses être heureuse en épousant un tel homme? Suppose qu'il continue à t'exaspérer. Héloïse haussa les épaules. Ce serait alors sans conséquence. Vivant ici dans ce coin perdu, tu ignores évidemment que dans la plupart des couples de la haute société, chacun vit de son côté. L'étonnement de Gilda n'empêcha pas sa sœur de continuer. La première année, il me faudra donner un héritier au marquis. Mais ensuite, je suis sûr que j'aurai mes fréquentations et lui les siennes, et que ni l'un ni l'autre nous ne poserons trop de questions. Après un moment de silence, Gilda demanda: Veux-tu dire qu'il aura des maîtresses? Évidemment, il faudrait qu'il soit un moine ou un saint pour rester fidèle à une seule femme. Et moi, j'ai la ferme intention de contenter mes admirateurs tant que je ne serai pas trop décrépité. Que signifiaient exactement ces propos? Mal à l'aise, Gilda s'abstint d'interroger sa sœur, et enleva son assiette vide en disant: J'ai bien peur qu'il ne me reste que du fromage. Je déteste le fromage. J'essaierai de trouver quelque chose de meilleur pour le dîner, et je te ferai un pudding. Aimes-tu toujours la tarte à la mélasse? Mon Dieu, j'avais oublié que ce genre de dessert pouvait exister, mais maintenant que tu m'en parles, je me souviens que nous avions habituellement une tarte à la mélasse un jour, un pudding au raisin le lendemain, et un autre à la confiture le surlendemain. Je me demande comment nous avons pu supporter de telles horreurs. Gilda voulut changer de sujet. Dis-moi ce que tu manges à Londres. Aussitôt,
Héloïse se répandit en commentaires admiratifs sur les plats délicieux qu'elle avait savourés chez des hôtes de marque, et elle ajouta que, devenue marquise, elle saurait faire servir dans ses châteaux des mets encore plus incomparables. Les deux sœurs parlèrent, ou plutôt Héloïse parla, tout l'après-midi, et c'est seulement lorsqu'elle décida de s'entendre un moment avant le dîner que Gilda put se rendre à la ferme du fils Hulot. Au chemin, elle calcula ce que lui coûterait un petit gigot d'agneau pour le repas d'Héloïse. Il lui faudrait aussi des œufs, et peut-être qu'il y aurait de cette chair à saucisse qu'Héloïse aimait tant quand elle était à la maison. Tout cela représenterait beaucoup d'argent. Alors, malgré elle, Gilda ne put s'empêcher de se sentir quelque peu soulagée en se disant qu'Héloïse n'avait pas l'intention de s'attarder, car sans nul doute, elle n'offrirait pas de partager des frais. Gilda était ravie de revoir sa sœur et de l'écouter parler de Londres, mais elle regrettait qu'Héloïse ne lui ait donné aucune nouvelle pendant plus d'1 an. Il était évident qu'absorbée par sa nouvelle vie, elle les avait oubliés, elle et sa maison inconfortable. Elle a beaucoup de chance, et Lady Newland a été vraiment très gentille avec elle, pensa Gilda. Elle aurait aimé qu'Héloïse ne fût pas si rebutée par la cécité de sa marraine. Elle la trouvait aussi bien ingrate vis-à-vis d'une personne dont la générosité ne tenait même pas à des liens de parenté. Avant son mariage, Lady Newland était une proche amie de sa mère. Ensuite, si leur fréquentation s'était espacée, elles avaient cependant continué à correspondre. N'ayant pas d'enfants, Lady Newland s'était beaucoup intéressée à ceux de son amie. Chaque année, à Noël, il y avait eu des cadeaux pour les deux petites filles, et Héloïse recevait toujours un présent pour son anniversaire. Gilda eut un pâle sourire. C'est dommage que mon parrain et ma marraine soient morts quand j'étais petite, et qu'ils m'aient oublié dans leur testament. Mais elle se dit qu'il serait mal d'être jalouse d'Héloïse. Il était normal que sa sœur eût droit au meilleur de la vie. Quant à elle, elle avait été très heureuse pendant 2 ans. Seule auprès de son père, après la mort de sa mère, elle adorait l'écouter raconter sa vie d'officier et partager avec lui des lectures intéressantes. Alors, elle comprit que même les bals d'Héloïse, dépeignés avec tant d'enthousiasme, ne pourraient remplacer la compagnie de son père. Elle avait enrichi sa vie, même si elle ne savait pas très bien comment l'expliquer. J'aimais papa et il m'aimait, se dit-elle. Cela avait bien plus d'importance que de vouloir se faire épouser par un marquis qu'honnêtement elle trouvait, à première vue, extrêmement déplaisant.